Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 23 février et à la une de ce journal. Nous sommes en théorie dans la dernière semaine de confinement. Si tous les secteurs d'activité pâtissent de la situation tendue que nous traversons actuellement, le tourisme et l'hôtellerie en particulier sont toujours dans l'obligation de fermer leurs établissements. Alors comment les hôteliers de l'île s'adaptent à la situation? Nous sommes allés à la rencontre de deux d'entre eux qui ont accepté de nous livrer leurs impressions. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. Depuis l'annonce du confinement, les hôtels ont eu pour consigne de garder leurs chambres closes. La période est compliquée pour les professionnels du secteur, mais dans ce marasme, quelques chanceux ont eu l'opportunité de moins subir la crise. Nous recevons à l'heure actuelle la réserve sanitaire. Il faut savoir que la réserve sanitaire aujourd'hui, ça représente un certain nombre de personnes. Ça ne remplit pas bien sûr l'hôtel parce qu'il y a des charges. Outre la chance de pouvoir s'en sortir financièrement, il y a surtout la chance de pouvoir vivre, de pouvoir avoir une vie sociale normale, de pouvoir rencontrer des personnes même si on ne peut pas les voir pendant la journée. On évite de les voir bien sûr pour des raisons que vous connaissez très bien. Près de la moitié des chambres du Caribou sont occupées par les réservistes sanitaires. Un bol d'air non négligeable pour Bruno Garcia. Il était plus compliqué pour d'autres hôteliers d'être sollicités. C'est le cas notamment de ceux qui exercent loin de la capitale. Nous, on est un petit peu en marge de la ville de Mamoudzou, donc on est dans l'immédiat pas sollicité pour accueillir la réserve sanitaire. Donc le gîte reste fermé aujourd'hui. C'est zéro entrée. Nous attendons la reprise, espérons qu'elle sera la semaine prochaine, mais avec le taux d'incidence qui a l'air de se stabiliser, de ne pas baisser, on a des doutes sur la réouverture prochaine. Face à une situation qui ne s'améliore pas, la prolongation des mesures prises pend au nez des habitants de l'île. Si les hôteliers connaissent des fortunes diverses, tous se rejoignent sur un point, l'envie de renouer au plus vite avec leurs activités et retrouver leur clientèle. Tout autre sujet maintenant. Depuis des années, les syndicats de police de l'île réclament davantage de policiers originaires de Mayotte au sein de la police nationale. Une demande appuyée par le sénateur Thani Mohamed Soilihi qui s'est fendu d'un courrier au ministre des Outre-mer et de l'Intérieur. Le parlementaire part d'un constat chiffré. Les policiers mahorais sont minoritaires dans l'ensemble des services de la police nationale à Mayotte. Cela n'est pas sans conséquence sur un territoire où barrière de la langue et connaissance du terrain constituent des freins évidents à la lutte contre la délinquance et l'immigration clandestine. Écoutons plutôt Bakar Atoumani lors de la matinale de Kwesi. C'est la formation et le recrutement actuel qui ne permet pas l'arrivée rapide des fonctionnaires de police mahorais qui se trouvent aujourd'hui en métropole, qui sont soit bloqués 5 ans parce qu'ils ont passé un concours national, soit 8 ans parce qu'ils ont passé un concours déconcentré Île-de-France. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi la possibilité de l'administration de faire venir ces jeunes qui sont en métropole aujourd'hui une centaine et que l'administration les garde et ne les débloque pas, si je puis dire, administrativement, pour qu'ils puissent venir ici à Mayotte. Il faut savoir que si on regarde bien au regard de la représentativité, en tout cas en termes de population et de composants de population à Mayotte, nous avons des fonctionnaires qui viennent nous renforcer, mais il faudrait qu'on ait ici une base solide qui puisse être la continuité de la transmission et du savoir-faire, en tout cas local, en termes de langage, en termes d'approche, en termes de proximité, pour que ceux qui arrivent puissent juste être un relais de ce qui se fait déjà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Chiens errants dangereux, zébus en surveillance au milieu de la route, chèvres vandales. La commune de Mtsamboro dit stop aux animaux vagabonds. Elle a décidé d'employer la manière forte en créant une fourrière animale. Elle sera dirigée par la police municipale et aura pour mission de capturer les animaux nuisibles à la vie de la communauté. C'est la 5e commune de l'île à se plier à une obligation légale. Le point avec Ivan Rakotobaou. C'était une promesse de campagne du maire de Mtsamboro. Mettre fin aux nuisances causées par les animaux vagabonds tels que les chiens errants et les chèvres vandales.
On va dire qu'il ne se passe pas une semaine sans que l'on ait des coups de fil, soit à la police municipale, soit directement aux élus, pour se plaindre de la divagation des animaux. Je pense que c'est difficile de donner un chiffre sur les dégâts occasionnés, mais c'est une vraie problématique en matière de cadre de vie, en matière de nuisance et y compris même en matière de salubrité publique. Pour y remédier, la commune met en place une fourrière qui sera chargée de recueillir les animaux errants. Nous avons mis en place un enclos pour que ces animaux soient bien traités, mais effectivement, après une période de sensibilisation et une période d'information de la population, lorsqu'on trouvera donc des animaux en train de divaguer sur la voie publique ou sur des propriétés privées qui nous auront été signalées, eh bien, à l'aide d'un véhicule, nous capturerons ces animaux et les stockerons entre guillemets, dans cet espace où ils auront bien sûr de l'eau et à manger, où ils seront soignés. Le service sera piloté par la police municipale, mais elle s'appuiera également sur des acteurs de la société civile spécialisés dans la protection des animaux. On a souhaité s'appuyer donc sur l'association Gueule d'Amour et sur la société spécialisée dans les fourrières animales, leur société qui s'appelle le domaine Les Gardiens de Mayotte, qui eux assureront la partie bovin et la partie carnivore, donc qui interviendront sur la demande de la police municipale lorsque les habitants nous signaleront des animaux en train de divaguer. La première année, la commune de Msamboro a prévu de consacrer à la fourrière un budget de 20 000 €. L'ouverture est prévue lundi prochain. Et politique dans votre 19h, Aboudou Aouladi et Maria Bossa sont tous deux candidats lors des prochaines élections cantonales à Akwa, commune lourdement frappée hier par des inondations. Tous deux sont membres du MDM et souhaitent faire bouger les lignes. Maria Bossa, jeune prétendante au poste de conseillère départementale, compte bien secouer le cocotier pour permettre à son île de se développer 10 ans après la départementalisation. On l'écoute au micro de Léonard Rodier. Pourquoi je ne peux pas ne pas être candidate? Je veux que désormais la jeunesse soit considérée par nos institutions. Je veux qu'à travers la confiance que mes électeurs vont m'accorder, on puisse ensemble créer un précédent dans la politique. Nous ne devons plus laisser à des apprentis sorciers expérimenter sur notre territoire si telle ou telle potion magique va fonctionner, sans avoir de réels projets de développement pour Mayotte. Enfin, pourquoi je ne peux pas ne pas être candidate? Cette année, nous allons fêter les 10 ans de la départementalisation de Mayotte. Il est donc nécessaire de faire un bilan. Pour moi, le bilan, il est mitigé. Certes, le droit positif, le droit commun est appliqué à Mayotte, avec quelques exceptions. Mais les avantages que les Mahorais attendaient de la départementalisation n'y sont pas. Je vous prendrai par exemple la sécurité sociale. Je prendrai aussi par exemple la santé, la sécurité, tout court, l'immigration, l'éducation. Tous ces points me confortent dans l'idée d'être candidate à ces élections. Alors oui, je suis candidate car j'aime mon territoire. Oui, je suis candidate car j'aime Mayotte. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la crise sanitaire en passe d'entrer dans les mémoires ou encore le FCM qui est bien arrivé en métropole. Au montage, Leslie Vimonet. Après une agression violente sur une ambulance et son conducteur qui partait du dispensaire de Dzumouni pour amener une femme enceinte au CHM, les soignants hurlent leur ras-le-bol. Hier, ils ont exercé leur droit de retrait. Ces derniers temps, les délinquants ne s'en prennent plus seulement aux fonctionnaires de police ou de gendarmerie, mais aussi à tous les symboles de l'État, ambulances, SAMU et pompiers compris. 6 agressions sur des personnels soignants ont eu lieu en moins d'1 mois et demi. Les syndicats du milieu hospitalier réclament un accompagnement policier lors des transferts Dzumouni-Mamoudzou. La direction du CHM, consciente du ras-le-bol, s'est rendue sur place hier matin. Malheureusement, aucune mesure ni décision n'a été prise, selon le syndicaliste de la CFDT, Henri Rigotard. Les personnels soignants de Dzumouni ont donc prévu de continuer d'exercer leur droit de retrait jusqu'à obtenir des garanties en matière de sécurité. Et si l'incendie des locaux du GELIC n'était qu'un accident, contrairement aux affirmations du préfet qui a condamné fermement un incendie volontaire d'un véhicule banalisé de la police nationale. Le parquet dispose pour le moment de peu de certitudes.
L'enquête est en cours et aucune hypothèse n'est écartée selon le procureur de la République, Yann Lebris. Volonté de nuire ou accident, policiers visés, vengeance dans le cadre privé, attaque contre le GELIC et l'État, mauvais concours de circonstances, les questions sont nombreuses et ne trouveront sans doute pas de réponse du jour au lendemain. Le parquet invite d'ailleurs à la patience car il reste encore plusieurs zones d'ombre qui pourraient être levées au fil des témoignages. Quoi qu'il en soit, Jean-François Colombet s'est lui mouillé en annonçant que cette affaire ne ferait que renforcer la volonté d'aller plus vite et plus fort en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Alors que le précédent confinement avait laissé le champ libre aux chasseurs de tortues, les choses semblent différentes cette fois. Il faut dire que les associations sont plus que jamais mobilisées dans la lutte contre ce fléau, à l'instar d'Oulangane à Niamba. Plus de patrouilles sont faites de jour pour recenser les cas sur les plages, notamment celles du nord et de l'ouest, comme à Mtsanga Niamba. Au moins une fois par semaine, les équipes du parc marin se rendent de leur côté sur place pour y réaliser un suivi de l'ensemble des plages de Pointe de Petite Terre. Les agents du conseil départemental et les naturalistes sont eux aussi de la partie. En un mois de confinement, 8 cas de braconnage ont été recensés sur les plages surveillées. Si les massacres continuent, on est bien loin de l'explosion de cas de braconnage recensés lors du premier confinement. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.